débat qui n'a pas abouti, mais qui met déjà en évidence toute une série d'arguments qui vont être repris, notamment dans les débats du XIXe siècle. Le personnage est donc un personnage qui a des idées fortes, qui nous paraissent aujourd'hui être des idées allant de soi. En tout cas, la plupart de ces combats sont des combats qui ont abouti. Le Robespierre de 1791, c'est pas un Robespierre qui nous fait peur. C'est un Robespierre qui défend des idées qui ont triomphé au XIXe et au XXe siècle, parfois bien après. Encore une fois, il n'est pas seul à défendre ses idées. Vous prenez Grégoire, l'abbé Grégoire, vous aurez des idées très proches. Vous prenez Buzot, vous aurez des idées très proches. Vous prenez Pétion, qui est un très proche de Robespierre, qui est un ami, qui est celui qui se présente comme son alter ego. Vous aurez également ce type de prise de position en 90-91. Mais pour les hommes de l'époque, pour beaucoup d'hommes de l'époque, ces idées-là sont des idées dangereuses. Donner le droit de vote à tout le monde, même à ceux qui n'ont rien, oula, où va-t-on? Que vont prendre comme décision ces gens-là? Supprimer la peine de mort, ça va être encourager le crime. Donner le droit de vote aux juifs, oula, le juif forme une communauté à part de la communauté nationale, c'est quelque chose de dangereux. Donc il y a là, et on le verra tout à l'heure, je donnerai une citation qu'on peut trouver dans les archives en 1790, qui montre que le personnage est perçu comme quelqu'un de très dangereux par les idées qu'il défend à ce moment-là. Reste que, en 1791, à la fin de l'Assemblée constituante, Robespierre est un homme qui est déjà un personnage connu. Et lorsqu'on regarde les portraits qui sont exposés au Salon de peinture de septembre 1791, salon qui présente également cette œuvre de David dont on vient de parler, on s'aperçoit que Robespierre a deux portraits qui sont exposés. Et ils ne sont pas si nombreux, les députés, à avoir deux portraits exposés. Alors il y a un premier portrait qui est encore conservé aujourd'hui, un premier portrait qui est en fait un pastel réalisé par Boze, qui est sûrement l'un des portraits les plus ressemblants de Robespierre. Et puis il y a un deuxième portrait qui est réalisé par une grande portraitiste de l'époque, qui est Madame Labille-Guyard, qu'on a cru reconnaître très longtemps dans ce portrait qui est en fait une copie de Roque-Vigneron du XIXe siècle, qu'on a présenté comme une copie du portrait de Madame Labille-Guyard, et qui n'en est absolument pas une, comme une historienne de l'art américaine l'a prouvé de manière très nette. En fait, on a très peu de témoignages qui décrivent les œuvres qui sont exposées. On en a cependant un qui est très clair. Un critique qui dit il y a deux portraits de Robespierre. Il y en a un qui est tout jaune, dit-il. Le portrait tout jaune, c'est le Boze, et effectivement, il tire pas mal sur le Borderais. Et il y en a un autre qui est, nous dit-il, tout rouge. Tout rouge. Le portrait de Roque-Vigneron, il est peut-être vert, il est peut-être noir, mais il n'est pas rouge du tout, et effectivement, ça ne ressemble pas du tout au portrait qui est ici conservé. Remarquez en plus que ce portrait qui a été réalisé en 1791 montre un homme la main sur une épée, ce qui ne ressemble pas du tout à l'image que veut se donner à ce moment-là le député, surtout que la noblesse héréditaire a été supprimée et que l'habit du tiers-état tel qu'il a été dessiné en 1789 ne comporte pas le port de l'épée. Reste ce portrait-là, mais on voit bien que Robespierre est un homme qui est un homme connu, alors pas nécessairement un homme apprécié de tout le monde, encore une fois, mais incontestablement un homme connu. 1791, il rentre un moment en Artois et puis il reste à Paris. Il reste à Paris parce qu'il est accusateur public près du tribunal criminel de la capitale, il va donc avoir une nouvelle fonction. Il est aussi l'un des grands orateurs du club des Jacobins, il reste très investi en politique, et durant cet hiver 91-92, il va notamment combattre l'idée de la guerre qui est demandée par certains. Il s'y oppose de manière très ferme parce qu'il considère que la guerre est un véritable danger. La France se croyait à ce moment-là menacée par les puissances étrangères, et notamment par l'Autriche. On savait notamment que la révolution en Belgique, que la révolution aux Provinces-Unies s'était terminée quelques années avant par une intervention étrangère, et on craignait que la révolution française se termine de la même manière. Et des hommes comme Brissot considéraient que la seule manière de sauver la révolution, c'était d'anticiper l'attaque des puissances étrangères et d'aller avec la ferveur révolutionnaire faire la guerre sur le sol étranger et ainsi desserrer les taux qui menaçaient la France et sauver finalement la révolution. Robespierre considère que ce choix est un choix qui pourrait être dramatique. Il pense que dans tous les cas, la guerre va renforcer le roi. Si la guerre est un échec, le roi pourra se ressaisir des pouvoirs qu'il a perdus.
Si la guerre est une victoire, il sera à ce moment-là vainqueur et il pourra se ressaisir aussi des pouvoirs qu'il aura perdus. Donc il est contre cette guerre, sauf, dit-il, si c'est une guerre du peuple, mais ce ne sera jamais une guerre du peuple. Et il écrit notamment ceci, vous verrez par la même occasion, la petite écriture très serrée de Robespierre, très nerveuse, qui monte toujours légèrement vers la droite, avec une orthographe qui est une orthographe du XVIIIe siècle, très classique, très cohérente. « Faisons la guerre du peuple et non celle des rois », écrit-il. « Marchons sous des chefs dignes de le guider, dont les mains ne soient souillées ni des dons corrupteurs des cours, ni du sang des citoyens. Combattons non pour procurer des pompes triomphales et une puissance dangereuse à ces patriciens intrigants qui ont jusqu'ici fomenté nos divisions et causé tous nos maux, mais pour rétablir le règne de l'égalité et de la justice. » Finalement, la guerre va être déclarée en avril 1792, et elle va très mal commencer. Et jusqu'en septembre, ce sera défaite sur défaite. À partir de septembre 1792, ça ira mieux. Pendant quelques mois, ce seront des victoires. Mais cette guerre, elle va quasiment être permanente jusqu'en 1814 et 1815. C'est cette guerre qui va précipiter incontestablement la chute de la monarchie. Et en 1792, à l'été 1792, Robespierre se rallie à la République. Il n'a pas demandé la République à corps et à cri comme d'autres. Desmoulins, dès l'été 1789, demande la République. Robespierre, non. Robespierre considère qu'une démocratie peut très bien exister avec un roi, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est que tout le monde ait le droit de vote, que la souveraineté soit véritablement aux mains de la nation, et que la nation fasse véritablement les lois. Mais à partir de l'été 92, le meilleur système, c'est le système républicain, et il devient à ce moment-là républicain, et franchement républicain, totalement républicain. Reste que cette république qui est mise en place à l'été 1792, c'est une république fragile, parce que c'est une république en guerre. Une république avec des décisions qui sont terribles à prendre, très difficiles. La première, c'est de savoir que faire du roi. Est-ce qu'on le garde prisonnier? Est-ce qu'on l'expulse à l'étranger? Est-ce qu'on le juge comme un traître? Et il y a là des décisions à prendre qui vont être prises essentiellement sous l'impulsion d'hommes qu'on va classer à la gauche de l'Assemblée, qu'on va rassembler sous le vocable de Montaigne. Et à la fin de l'année 92, il y a trois hommes que l'on rapproche très souvent, qu'on retrouve ici dans un portrait, dans un tableau, avec trois portraits qui datent du début du 19e siècle, mais qui est très intéressant parce qu'il rapproche justement ces trois hommes. Vous reconnaissez, alors c'est assez maladroit, assez malhabile, mais vous reconnaissez Danton, Marat et Robespierre. Et on les rassemble à l'automne 1792. Pendant quelques mois, on considère que ces trois-là sont la tête du mouvement montagnard, la tête de la députation de Paris. Les Girondins vont leur faire une guerre à outrance, et cette guerre entre Gironde et Montagne, elle va s'amplifier avec le procès du roi, avec la mise en cause judiciaire de Marat, et elle va culminer finalement avec les journées du 31 mai et du 2 juin 1793, coup de force qui élimine les Girondins de l'Assemblée, et à ce moment-là, les montagnards, ceux qu'on appelle les montagnards, contrôlent le gouvernement, prennent des décisions importantes, et c'est véritablement à partir de l'été 1793 que Robespierre est un homme qui est au cœur du système politique de la Convention nationale, qui occupe véritablement un espace qui lui permet de prendre, avec d'autres, des décisions importantes et de guider véritablement la Révolution à ce moment-là. L'été 1793, c'est la Constitution républicaine de juin 1793 qui n'a jamais été appliquée. C'est aussi le moment où on essaie de rédiger un code civil. On n'y arrivera pas dans les circonstances de l'été 93. On essaie aussi d'adopter une grande loi d'éducation. Tout cela est lié pour les hommes de l'époque. On veut véritablement créer un système républicain tout à fait nouveau. Mais la guerre est là. Et la guerre est une guerre difficile depuis les défaites du printemps 1793. Et le choix politique qui va être fait, par Robespierre, mais par l'ensemble de la Convention, c'est le choix politique de l'exception politique. On va mettre pendant quelque temps la Constitution de 93 sous le boisseau, ou plutôt dans l'Arche Sainte, qu'on a constituée pour elle, et on va mettre en place un gouvernement qu'on va appeler, à partir du mois d'octobre, le gouvernement révolutionnaire. Et le gouvernement révolutionnaire, c'est une espèce de parenthèse dans l'ordre des lois. C'est un moment où on suspend les lois constitutionnelles ordinaires pour les remplacer par des lois d'exception qui doivent permettre de fonder la République dans un temps exceptionnel, qui est un temps à la fois de révolution et de guerre.
On est à la fois en révolution et en guerre. Ça veut dire qu'il y a la guerre sur les frontières, ça veut dire qu'il y a la guerre aussi à l'intérieur des frontières. Pensez à la Vendée, bien sûr. Mais des insurrections, on en a un peu partout en France. À l'été 1793, il y a bien sûr la Vendée qui s'est soulevée avec une guerre qui va être une guerre terrible, sans doute près de 200 000 morts. Une guerre civile. Mais en même temps, il y a toute une série de départements qui refusent les événements de Paris, qui refusent notamment l'éviction des Girondins de l'Assemblée. On considère que c'est un coup de force qui n'a pas de caractère légal et qui ne doit pas être accepté. D'où des tensions particulièrement fortes qui justifient, pour les hommes de l'époque, cette mise en place d'un gouvernement d'exception. Ce gouvernement d'exception,